Merci d'accueillir sur scène l'ancien ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, entrepreneur et cofondateur de la marque de miel de repeuplement, Bleu Blanc Ruche, Arnaud Montebourg. Bonjour à toutes et à tous. Le sujet concerne le produire local. C'est un sujet qui est familier, qui concerne la vie des territoires et même l'état d'esprit dans lequel le consommateur aujourd'hui a décidé de faire peu à peu évoluer ses habitudes. C'est presque même instinctif. Qui aurait pu le croire il y a une dizaine d'années? Ça nous renvoie finalement à la mutation du capitalisme qui a toujours su digérer ses opposants et les intégrer dans l'évolution de son modèle au fil du temps depuis 2 siècles. Un capitalisme qui s'est financiarisé avec une prise de pouvoir de plus en plus importante dans la gouvernance de l'actionnariat, toujours plus exigeante dans les termes de rentabilité, qui s'est internationalisé et mondialisé, permettant d'organiser la concurrence sur le prix des facteurs de production, notamment sur le prix du travail. Et ça a eu des conséquences sur les territoires, puisque le sujet, c'est y a-t-il des solutions pour les territoires abandonnés par l'économie? Et Dieu sait si la France, qui a connu la thématique du désert français, c'était à l'époque des années 50, où l'exode rural sévissait dans de nombreuses provinces. Aujourd'hui, nous avons la diagonale du vide, une sorte d'énorme point d'interrogation qu'on dessinerait autour de l'Île-de-France, qui monterait jusqu'à la frontière belge, descendrait à travers le Grand Est jusqu'au Massif central. Et la question est posée de savoir si ces territoires ont un avenir économique. Les 10 années de crise qui viennent de s'écouler ont montré que la conjonction de la concentration des entreprises liée à la mondialisation a fait migrer des centres de décision, souvent hors de France. Le lieu de décision n'est plus le lieu de production. Contrairement à d'autres modèles du capitalisme, par exemple allemand, rhénan, ou le modèle du Mittelstand, ou italien, le modèle du distrito, rapproche ou maintient en rapprochement le lieu de décision du lieu de production. Le système anglo-saxon et mondialisé a conduit à la fois à faire migrer de très grandes entreprises qui nous ont fait perdre nos centres de décision à l'étranger. S'ils sont à l'étranger, ils n'ont plus de patrie, ils n'ont plus d'intérêt pour les territoires, pour les hommes qui y travaillent, leur histoire et leur géographie. S'ils sont eux-mêmes acheteurs et acquéreurs de multiples PME, ce ne sont pas seulement des jeunes pousses ou des start-up, ce sont aussi des ETI, des PME qui se revendent, les centres de décision disparaissent. Il en est de même de l'évolution de la recherche et le développement. Et c'est ainsi que ces 10 années de crise ont été assez destructrices pour les territoires français. De grandes régions industrielles ont perdu la substance économique. Et donc la question s'est posée, en tout cas c'est ainsi qu'on m'a demandé de la traiter, si le produire local était une manière de renouer avec une dynamique économique sur des territoires qui ont été outrageusement abandonnés par le système économique qui a concentré la richesse dans des métropoles. D'ailleurs, on peut même regarder la distribution des revenus aujourd'hui entre les métropoles et les petites villes ou le monde rural, où on voit que la résidence patrimoniale fait le niveau de richesse sans voler le niveau des prix du foncier, pendant qu'il y a des décroissances, même des baisses de prix très considérables sur le foncier dans nombreux endroits de notre pays ou de régions d'Europe. Vous avez même des régions françaises qui aujourd'hui sont à des niveaux assez proches de certaines régions riches des pays de l'Est, anciennement communistes, qui sont entrées dans l'Europe, montrant ainsi qu'il y a des régions en décroissance et d'autres en croissance, le tout faisant la moyenne de notre croissance assez plate depuis une dizaine d'années. Et cette concentration de la richesse, à la fois dans la concentration des entreprises, la perte de contrôle sur le système économique, sur les décisions d'entreprise, est en train de constituer un mouvement de rébellion assez généralisé. Il est mondial, on le voit à travers les urnes, où que ce soit le Brexit, le Trumpisme, les mouvements au Chili, au Liban, en Algérie, les gilets jaunes en France, montrent que la société n'est pas du tout d'accord avec la façon dont la richesse est en train de s'allouer, se répartir.
Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans cette rébellion, il y a un volet qu'on retrouve dans l'esprit du consommateur. Le consommateur, lui aussi, est en rébellion contre ce qu'on lui a fait acheter pendant tant d'années. Nous avons fait l'expérience dans l'agroalimentaire lorsque nous avons créé Bleu Blanc Ruche. Bleu Blanc Ruche, finalement, c'est une société qui a pour but d'organiser l'entraide économique entre le consommateur et l'apiculteur. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, l'abeille est responsable, par son activité de pollinisation, de 35% de la nourriture humaine. En Europe, il manque 13 millions de ruches, selon une étude de l'université de Reading, et nous avons décidé, avec quelques amis, d'organiser en quelque sorte, à travers une société qui vend du miel, d'organiser le repeuplement chez l'apiculteur en soutenant économiquement l'investissement de l'apiculteur. Donc c'est une sorte de partage de la valeur entre le consommateur et l'apiculteur pour que celui-ci puisse financer une croissance de ses cheptels. Donc quand on achète du miel Bleu Blanc Ruche, on achète du miel de très bonne qualité, de grand cru, avec tracé, origine France garantie, avec le nom de l'exploitation, de l'apiculteur. Comme ça permet à nos clients de réviser la carte des départements et des sous-préfectures, mais aussi cela permet de soutenir le repeuplement chez l'apiculteur. Donc en contrepartie des prix supérieurs au prix de marché auquel nous achetons le miel chez nos 45 apiculteurs sous contrat de 3 ans auxquels nous avons acheté l'année passée une centaine de tonnes, nous leur demandons de présenter des plans de repeuplement. Donc ce produire local où le consommateur s'associe au producteur, c'est une manière pour lui de dire j'accepte la remontée des prix, je finance une partie de l'existence de ce producteur dans lequel j'ai confiance, qui me donne un lieu, une histoire, une géographie que je peux vérifier et dont le produit est de bonne qualité. C'est la différence avec le système industriel mondialisé, et la géopolitique du miel nous permet d'avoir cette illustration dans la réflexion de ce qu'est devenu la mondialisation et ses excès. Des grands conditionneurs et les grands distributeurs européens ont organisé en quelque sorte l'importation à bas coût de miel low cost, généralement venant des grandes usines chimiques asiatiques, où finalement on vendait du miel, du sucre au prix du miel, puisque finalement les miels étaient souvent adultérés, c'est-à-dire coupés avec du sirop de sucre, du sirop de riz, du sirop de maïs, sirop de betterave, de canne parfois. Et donc cette stratégie de diminuer le coût du miel en y mettant du sucre invisible a eu pour conséquence d'ailleurs de voir l'ensemble des linéaires de la communauté européenne, de l'Union européenne, colonisés par ce type de produit. Lorsque vous avez un produit où vous voyez apparaître sur l'étiquette mélange Union européenne hors Union européenne, vous avez là un miel d'origine planétaire. Vous ne savez pas d'où, mais vous avez de grandes chances, nous dit la Commission européenne, ou UFC Que Choisir, une association de consommateurs, qu'un tiers de ce miel, de ces miels, 30% de ces miels soient adultérés avec du sucre. Donc vous achetez du sucre au prix du miel. Notre choix était de mener le combat contre ces mélanges et de défendre l'origine, la traçabilité. C'est l'esprit du Made in France, qui est un mouvement de société très puissant. Aujourd'hui, le consommateur achète, bien sûr, avec sa carte bleue, mais maintenant il vote avec sa carte bleue. Avant, il attendait les élections pour dire ce qu'il pensait, mais maintenant, tous les jours, il dit « moi, je ne veux pas acheter chinois, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on me fait consommer, moi, j'utilise Yuka pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, moi, je vais regarder les labels et les compositions et les origines, et je vais décider de mon niveau d'engagement à travers mon acte de consommation. » Et cette rébellion du consommateur est maintenant généralisée. En 1960, la part que consacrait un consommateur moyen, un ménage moyen français dans la nourriture était d'environ 30% de son pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on est tombé à entre 15 et 17. La question va être posée à un moment ou à un autre de savoir, et c'est toute la question de la remontée du niveau de l'emploi agricole, de la conversion du bio, où la main-d'œuvre doit être plus importante dans les exploitations agricoles, et donc la nouvelle composition des produits agroalimentaires, l'explosion des marques équitables, l'arrivée sur les marchés
de marques qui défendent les producteurs et partagent la valeur différemment avec le producteur au lieu de laisser se faire étriller par l'industrie qui elle-même se fait étriller par la grande distribution. Ce modèle inversé où la valeur est chez le producteur, c'est le modèle de C'est qui le patron et du lait, qui est une marque pionnière qui a amené le consommateur à verser sur chaque litre qu'il achète 2 centimes de plus chez le producteur et éleveur laitier. Vous savez que l'éleveur laitier, à cette époque, quand C'est qui le patron a été créé, ne pouvait pas survivre avec 30 centimes de lait, 30 centimes le litre de lait. C'est qui le patron l'a payé à 3 centimes au-dessus du prix de marché. Et vous avez aujourd'hui d'autres marques équitables qui vont encore plus loin pour construire une solidarité à travers le produit entre le consommateur et le producteur. Eh bien, il y a fort à parier que cette rébellion du consommateur, qui est aussi un citoyen, se traduise et s'étende de plus en plus. Donc nous faisons le pari, et c'est une des raisons pour lesquelles, avec d'autres partenaires, nous avons étendu le modèle de Bleu Blanc Ruche, qui est une sorte de société d'entraide économique entre le consommateur et l'apiculteur, à d'autres métiers de l'agriculture. Par exemple, nous allons lancer une marque équitable de glace 100% bio, fabriquée chez le paysan, où nous remplaçons l'industrie de la glace par des ateliers décentralisés chez le paysan, où nous installons, chez qui nous installons des sorbetières, et sous la direction technique d'un meilleur ouvrier de France, David Vesmael, pour ne pas le citer, qui est un maître glacier, qui d'ailleurs fait de très bonnes glaces à la glacerie Paris, au pied du BHV. Il va transmettre le savoir à nos éleveurs, et nous nous associons avec les éleveurs pour qu'eux-mêmes obtiennent le partage de la valeur. Donc nous achetons le lait 80 centimes et nous vendons la glace en vente locale directe, circuit court, produit local, 6,80. Donc nous avons là un partage de la valeur avec le paysan et c'est l'avenir de la nourriture et de l'alimentation. Donc ça, c'est des emplois locaux. C'est 2 emplois créés chez l'agriculteur à 35 heures et à un prix supérieur au SMIC. C'est pour l'apiculteur des revenus améliorés et des investissements de croissance qui permettent d'imaginer que lui va faire croître et embellir. Et on pourrait d'ailleurs imaginer que cela soit un modèle réplicable, généralisable, y compris à l'industrie et aux services. Je voudrais prendre l'exemple de cette très belle entreprise qui s'appelle 1083. Ce sont 2 jeunes ingénieurs en informatique, frères, les frères Hurier, qui s'ennuyaient dans leur métier, ont décidé de révolutionner le jean. Ils ont dit, voilà, les jeans à 120 € qui sont importés de pays à bas coût, où on exploite les femmes, les enfants, on les paye au lance-pierre, et tout l'argent est pris par le marketing de communication pour obtenir l'adhésion du consommateur à un produit dit assez banal. Est-ce qu'il est possible de le fabriquer en France à moins de 1083 km de notre domicile? 1083, c'est la distance la plus éloignée entre les points les plus opposés de notre hexagone. Menton, Brest, 1083 km. Eh bien, le pari était extraordinaire, mais ils ont décidé d'avoir une position radicalissime sur le sujet. Le tissage, la confection, la braguette, le bouton, la couture, la pièce rapportée, la teinture. Il n'y a que le coton qui n'est pas français parce que ça ne pousse pas encore, mais enfin je crois qu'ils ont des idées dans le sud de la France de commencer à faire naître une production embryonnaire de coton. Nous verrons ce que ça donnera. Mais la totalité du reste est fabriquée à moins de 1083 km leur domicile. Ils ont créé une 50aine d'emplois de confectionneurs qui n'existaient plus puisque la mondialisation asiatique avait détruit ces métiers. Pourquoi ont-ils réussi? Parce qu'ils sont compétitifs par rapport à un Levi's ou n'importe quel jean caporal qui passerait par là, parce qu'ils ont décidé d'utiliser les technologies numériques et d'être eux-mêmes distributeurs. Et donc de ne pas financer des investissements dans la distribution et dans le marketing. Et ils ont aujourd'hui un chiffre d'affaires en explosion. Et d'ailleurs, dans les entreprises que j'ai créées dans l'agroalimentaire avec, par exemple, Bleu Blanc Ruche, notre première année, nous avons les premiers éléments de résultats, de compte de résultats. On termine l'année à 415 000, première année pleine, 415 000
euros de résultat de chiffre d'affaires, montrant ainsi qu'il y a un véritable engouement à organiser cette relation directe entre le consommateur et le producteur. Et je ne pense pas que ce mouvement va s'arrêter là. Et ce sont là des entreprises qui créent des emplois sur tout le territoire, dans les territoires abandonnés, là où la grande industrie a disparu, recréant d'ailleurs des centres de décision en rapport avec des centres de production. Donc ces petites entreprises vont devenir grandes. Et c'est une des raisons pour lesquelles le soutien des consommateurs qui sont aujourd'hui engagés à travers la défense du Made in France, ils défendent leur histoire et leur géographie. Ce sont là des actes de consommation parfaitement militants qui sont en train de révolutionner le système économique capitaliste mondialisé. Donc les locavores, les circuits courts, toutes les politiques de changement climatique, de réduction du transport, de marchandises, la taxation future par la taxe carbone du fret venu d'ailleurs, 1 milliard de tonnes de CO2, c'est le tarif pour le budget planétaire qui est limité, vous le savez, à 2 degrés, par an d'émissions venues des énormes navires dont le plus gros dans le monde est capable de transporter le PIB du Togo. Vous voyez où nous sommes arrivés d'excès. Est-ce que vous croyez qu'on a besoin d'amener de très loin ce que nous consommons chaque jour? Acceptons donc d'autres rendements, d'autres prix, payons le prix du travail, et le consommateur, il a un cerveau droit et un cerveau gauche. Dans le cerveau droit, il y a « je veux du prix, je veux du pas cher, mon pouvoir d'achat, mon porte-monnaie, ma fin de mois ». Et puis il y a le cerveau gauche, je veux que mon fils ou ma fille ait un emploi, j'adore les PME à côté de chez moi, j'aime mes lois sociales parce que je ne veux quand même pas diminuer ma protection sociale qui est un atout extraordinaire par rapport au reste du monde, et j'approuve toutes les lois environnementales les plus avant-gardistes dans le monde. Eh bien, ces deux cerveaux sont en train de se reconnecter. Le cerveau droit se reconnecte au cerveau gauche. C'est l'esprit de cette rébellion douce à l'intérieur du cerveau de chacun de nos amis consommateurs qui est en train de faire société. Alors, je vous donne rendez-vous au boom des marques équitables. Je vous invite à les soutenir, bleublancrouge.fr. D'ailleurs, nous avons fait une entrée fracassante dans le cadeau d'affaires, cadeau d'entreprise. Donc, je vous invite à passer vos commandes, car ce sont des produits qui sont enracinés, qui racontent l'histoire du terroir français. Vous savez que les abeilles font parler les plantes. Les plantes ne sont pas les mêmes selon les terroirs. Les Landes, c'est de la bruyère. La Provence, c'est la lavande. Le Tilleul, c'est la Bourgogne, le Grand Est. L'acacia, les Vosges. Bref, la France, merveilleuse, parle à travers le travail de ces abeilles. Vive Bleu Blanc Ruche, vive la France éternelle, vive la République et surtout, vive le consommateur équitable. Merci à vous.